Aujourd'hui, Japon. Bon, alors sinon, la déco, on en parle ou... Eh oui, celui-là, vous l'attendiez depuis longtemps et c'est vrai qu'il a mis un peu de temps à arriver. Mais des os pas des os, on va parler du Japon un peu sage aujourd'hui et pas celui fait de cosplay ni de Lolita, mais plutôt de kimono. Vous êtes déçus? Eh bien tant pis pour vous, c'est vous qui aviez voulu une vidéo sur la mode ailleurs. Donc aujourd'hui, eh bien, ça sera le Japon! Commençons donc par le pilier du costume japonais, le kimono. Alors attention, je ne parle pas japonais donc c'est très compliqué pour moi de trouver des sources françaises fiables. Donc bien évidemment, pour les plus spécialistes d'entre vous, les commentaires sont à votre disposition. Le kimono sera apparu lors de la période Jomon, mélange de mésolithique et d'âge des métaux chez nous, donc entre 14 500 à 300 avant Jésus-Christ. Donc oui, le kimono est très vieux. Il signifie littéralement chose que l'on porte sur soi et aurait été influencé par les Chinois, donc les Han à l'époque, et il s'agirait du hanfu, un vêtement qui aurait été inventé par l'empereur jaune. Ah, c'est pas un nom raciste, hein, qui a régné sur la Chine historique au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est une tunique resserrée au poignet, tenue par une ceinture et une jupe droite allant jusqu'au genou. Le kimono, quant à lui, est d'abord sans distinction de genre. Il s'agit de rectangles de tissu pliés et cousus, rectilignes jusqu'aux pieds et avec des manches très longues et très larges, ce qui le différencie donc du hanfu. Il est tenu par une ceinture appelée obi qui apparaîtra beaucoup plus tard, au XIIe siècle, nouée différemment selon les catégories sociales. Il peut aussi indiquer le niveau de lutte dans les arts martiaux. Et oui, cette fameuse ceinture jaune au judo que vous avez tant eu de difficultés à obtenir, eh bien, dites merci au obi. À la période Heian, donc du 8e au 12e siècle, on adopte le kosode qui, contrairement au kimono, a des manches courtes et est porté avec un pantalon. Les aristocrates le portaient en tant que dessous de soie à des robes plus vastes, puis le kosode est devenu le vêtement du quotidien, car beaucoup plus pratique par ses manches plus courtes. Au XIVe siècle, on commence à ne plus le porter avec le pantalon et au XVIe, soit à l'époque Momoyama, les marchands commencent à l'adopter. À la fin du siècle, presque tout le monde le porte dans toutes les catégories confondues. C'est le dos du kosode qui se différencie selon les catégories sociales car c'est lui qui permet de laisser libre cours à l'imagination dans ses motifs. Le terme kosode remplacera même celui de kimono plus tard, les deux vêtements se confondant presque en un seul. Et le kimono a plein de petits copains qui vont dériver de cette forme. Et vous allez vous amuser à m'écouter les énumérer un par un. Oui, je sais, vous êtes absolument ravis. C'est surtout pour les femmes qu'il y a une petite panoplie de choix. On a le juni toe, élégant et riche, qui apparaît au Xe siècle. Il signifie littéralement 12 couches car il y a 12 couches, bravo! Ces couches sont faites de soie, mises les unes sur les autres, avec différentes combinaisons de couleurs selon le goût et le statut de la femme. Il sera réduit à 5 couches par la suite, parce que bon, c'est assez relou à porter, son poids pouvant aller jusqu'à 20 kg. Et nous, on crâne avec nos armures et nos crinolines. À la période Edo, entre le XVIIe et le XIXe siècle, et oui, je sais que depuis le début de la vidéo, c'est la première période historique japonaise qui vous dit quelque chose. On porte le furisode, un kimono aux manches beaucoup plus longues et avec des étoffes plus précieuses, et qui n'est porté que par les jeunes filles. Il est lui aussi attaché par le obi, qui va prendre des formes de nouages beaucoup plus inventives. C'était, et ce sont toujours, des vêtements de luxe. Pour citer les autres, on a le kurotomezode, le kimono généralement pour les femmes mariées, avec des motifs seulement sous la taille, tout en noir, et qui porte aussi les blasons de la famille parfois. On rappelle au cas où. Le tomezode, qui lui ressemble, est en une couleur et donc moins formel que le tout noir. Le homongi, aux vêtements de visite, avec des motifs sur les épaules, les manches et en dessous de la taille, est porté lors des sorties formelles et des mariages, notamment par les amis de la mariée. Le tsukesake, avec des motifs plus modestes, le hiromonji, en soie d'une seule couleur, le... Ah, stop, il y en a beaucoup trop. Contrairement aux femmes, les hommes ont beaucoup moins de choix dans les accessoires et les kimonos. Ils ont pas de balle en même temps. Hein. En général, leurs kimonos sont plus sombres, unis également avec très peu de motifs. Les manches ne sont pas ouvertes, mais liées directement au kimono. Pour l'été, ça diffère encore une fois. Le yukata est le kimono d'été, car oui, c'est celui que vous voyez dans les animés japonais lorsque les personnages vont au feu d'artifice.
Il apparaît entre le 8e et le 12e siècle et servait au départ pour les nobles lorsqu'ils sortaient du bain avant qu'il ne soit porté par les guerriers à la période moderne, soit au 17e, 19e siècle. Le jinbei est exclusivement porté par les hommes. C'est un vêtement très simple, fait à la base de chanvre ou de coton, avec parfois quelques motifs imprimés, notamment lorsqu'ils commenceront à être portés par les femmes. Aujourd'hui, c'est un pyjama. Bon, maintenant qu'on a tout cité, ou presque, hein, faut pas déconner non plus. Vous abusez les japonais quand même. On va quand même parler de l'intérêt artistique de ces kimonos, parce que leur forme ne change pas au fil des siècles, ou presque, et ce sont plutôt leurs motifs qui évoluent. Bah oui, c'est globalement des rectangles pliés qui ne tiennent pas compte de l'anatomie féminine ou masculine. Alors au niveau des motifs, on peut faire de vastes tableaux très intéressants, que ce soit des motifs de nature dans les premiers temps, des symboles de vertu pour les plus prestigieux, voire même des scènes entières historiées. Dès le XVIIIe siècle, les peintres japonais créaient des catalogues pour décorer ces kimonos. On fait d'abord un dessin grandeur nature, envoyé au client ou à la cliente, avant d'être transmis aux artisans qui se chargeaient de le coudre. C'est ainsi qu'on a la trace de beaucoup de scènes historiées ou de motifs. Et tout ça est accompagné de moultes accessoires. Et non, vous n'avez pas fini de m'entendre citer des trucs. L'obi dont j'ai déjà parlé est la ceinture qui permet de tenir le kimono et apparaît au XIIe, XIVe siècle lorsque le kimono s'ouvre devant, devenant ainsi le kosode. Est-ce que tout le monde suit ? Le hakama est une sorte de pantalon large plissé servant notamment aux hommes puis aux femmes aujourd'hui. Il apparaît notamment à l'époque Edo avec 7 couches représentant les vertus de ceux qui les portent, les samouraïs. Oui, je sais, je n'en parle pas beaucoup, mais je peux pas tout faire. Voilà. Il existe 2 types d'akama, ceux aux jambes fractionnées et ceux qui ne le sont pas. Donc soit c'est un vrai pantalon, soit c'est une jupe. Aujourd'hui, c'est un vêtement plutôt cérémoniel et sert dans la danse ou certains arts martiaux comme l'aïkido pour n'en citer qu'un. Et beaucoup de chaussures. Les tabliers des chaussettes en coton séparant le gros orteil des autres, portés notamment en été, les zori, l'équivalent de nos tongs occidentales, les geta, les fameuses sandales japonaises souvent associées avec les kimonos, et les waraji qui sont un peu moins connus car faites de cordes et de paille, notamment portées par le peuple japonais. Ça y est, j'ai fini avec le kimono. Maintenant parlons des coiffures. Au début, bon, on faisait dans la simplicité, c'était en mode Mulan, l'ombre est libre. C'est à la période Edo que de véritables coiffures commencent à apparaître puis à se complexifier en forme de mage, qui est en fait un chignon. Il y a par exemple le shimada mage porté par les geishas. Encore d'autres personnes dont je n'ai pas le temps de parler. C'est un chignon haut porté par les jeunes geishas attaché par un morceau de coton. Autre variante, c'est le shimada de taka, plutôt porté par la jeune mariée et décoré par des accessoires en nacre que l'on appelle kanzashi et une bande de gaz au-dessus d'une soie rose que l'on enlève après le mariage. Mais les hommes aussi portent ce fameux chignon haut ou mage que l'on appelle chonmage, notamment associé au samouraï. Je sais que le mot allait vous venir à la bouche, je vous ai anticipé. Cela permettait de maintenir le casque avant de devenir un symbole de statut. La coiffure traditionnelle se compose d'une partie rasée, tandis que le reste est huilé et remonté en ce fameux chignon. Aujourd'hui, ce sont les sumo qui le portent, mais ce n'est plus rasé. Mais, oh allez, revenons à nos kimonos. Avouez, il vous avait manqué. Le kimono est aujourd'hui considéré par les Japonais comme un vêtement formel, porté lors des grandes occasions ou lors d'activités traditionnelles comme la cérémonie du thé. Il est aussi celui de certaines professions, telles que les prêtres et bouddhistes, mais aussi des geishas qui existent toujours. Les Japonais portent donc très peu souvent le kimono et en possèdent de moins en moins, préférant en louer, même si certains sont transmis de génération en génération et remis au goût du jour à chaque fois. L'art de le porter diminue aussi avec le temps, puisque de plus en plus de parents ne savent plus transmettre ces gestes, qui sont aujourd'hui appris dans des écoles spécialisées. Comme je le disais, ce sont les yukata qui sont portés lors des occasions estivales, car moins chers et moins compliqués à mettre. Bon, vous avez donc compris que les Japonais ne portent plus vraiment ce vêtement traditionnel, mais il est intéressant de voir qu'il reste culturellement assez fort, alors qu'ici vous verrez peu de gens porter une crinoline ou un costume de sa région. À part moi. Aujourd'hui, peu de choses à dire sur la mode japonaise, si ce n'est qu'elle est très occidentalisée. Mais à part les uniformes, il y a beaucoup d'autres choses. Le cosplay que l'on connaît chez nous, le style Lolita qui est l'image de la poupée enfant ou gothique noire, qui peut être aussi être l'élégant gothique aristocrate, le style maid reprenant le style de la domestique soubrette au service de ses maîtres et qui sont notamment présentes dans des maids café. Toute personne regardant les animés connaît cette fascination absolue pour les maids, comme dans l'excellent Kaishu wa Maid Sama. Les filles Kogaru, qui sont blondes à la peau ultra bronzée. Mais non, mais cette occidentalisation de la femme, c'est pathétique, elles suivent même pas leurs origines, juste pour voilà. Non mais en fait c'est un acte de protestation contre les standards de beauté qui oblige les japonaises à avoir les cheveux foncés et la peau très claire. Oui bah évidemment que c'est féministe, c'est sous-entendu, c'est un acte manifeste du... Girl... Wow, girl power.
les Mori Girls, qui sont ces tenues toutes mignonnes de filles de la forêt avec un style un peu vintage. Bref, malgré son occidentalisation évidente, le Japon regorge d'idées de styles vestimentaires qui sont arrivées jusqu'ici, que vous connaissez notamment avec les conventions, et que vous pourrez retrouver soit dans les animés, parce que vraiment les animés c'est cool et je vous conseille vraiment de tester, ou alors en fouillant sur internet bien évidemment. Et voilà la première vidéo sur la mode d'une culture étrangère cette fois-ci, et aujourd'hui on s'est attaqué à du lourd. J'espère que ça vous a plu depuis le temps que vous m'aviez réclamé de parler du Japon. Le Japon fascine par sa culture extrêmement différente. La France aime le Japon aime la France, mais les deux pays sont absolument différents au niveau de leur culture et au niveau de leur mode, comme vous avez pu le voir. Alors qu'en France, la mode a beaucoup changé à travers les siècles, celle du Japon a surtout gardé la même base, mais avec beaucoup de variations qui ont été sauvegardées. Et alors qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que plus personne ne porte de crinoline ni de haute forme, au Japon on a gardé le kimono, même s'il est moins porté, puisqu'il est lié à des traditions qui sont très importantes pour les Japonais. Le kimono, ou plutôt le yukata, aujourd'hui font partie de l'image collective que l'on se fait du Japon. Une culture extrêmement intéressante et riche dont j'espère en reparler un jour dans une prochaine vidéo. Donc bien évidemment, pour les connaisseurs ou les passionnés, je vous invite à me donner des idées ainsi que des informations en commentaire parce que moi, je découvre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce tout nouveau décor, car c'est la rentrée et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps à publier la vidéo. J'espère maintenant reprendre un rythme normal. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche, c'est vraiment très important parce que je suis une petite chaîne et YouTube va peut-être avoir tendance à ne pas faire apparaître mes vidéos dans votre fil de publication alors que je me fais chier à en publier tous les mois. Voilà, c'est chouette. Sinon, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, c'est primordial aujourd'hui pour YouTube et pour ma chaîne notamment. Et bien évidemment, regardez mes autres vidéos, telles que la dernière sur le fiction d'histoire sur Amadeus, qui est sortie en août. Vous étiez en vacances, vous pouvez toujours vous rattraper maintenant. Et le dernier épisode sur les âges de la mode au 19e siècle, en France cette fois. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!